Les catcheurs de la WWE font les choses les plus folles pour faire rêver les fans, et c'est pourquoi nous les aimons. Mais parfois, les choses deviennent un peu trop folles, et ces gars-là ne parviennent à rester en vie que de justesse. De la commotion cérébrale à la paralysie en direct, voici les catcheurs de la WWE qui ont failli mourir sur le ring. Pour commencer notre liste, nous avons l'un des plus grands de tous les temps de la WWE, Brock Lesnar. Si les fans, les commentateurs et les analystes ont critiqué la bête incarnée de la WWE au fil des ans, c'est probablement parce qu'il ne se donne pas à fond lors de ses combats. Oui, Brock Lesnar obtient toujours des victoires, mais l'univers de la WWE le condamne toujours en fonction de sa force brute plutôt que de ses qualités athlétiques. Et nous n'allons pas le défendre, comme s'il avait besoin de quelqu'un pour le faire, mais nous allons vous montrer la raison pour laquelle Brock Lesnar s'est calmé sur ses mouvements de haute voltige insensés. Les fans les plus assidus se souviennent de la Shooting Star Press, n'est-ce pas? Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, il s'agit d'un saut périlleux vers l'avant. C'est assez épique, mais c'est plus logique lorsqu'il est exécuté par des personnes comme Rey Mysterio, qui pèse à peine 81 kg. Mais en 2003, Brock Lesnar maîtrisait ce mouvement et, bien que pesant environ 136 kg, il était sûr de pouvoir le réaliser sur la grande scène. Et il n'y a pas eu de plus grande scène cette année-là que son face-à-face avec Kurt Angle pour le championnat de la WWE à WrestleMania 19. Allez, quoi de plus excitant pour finir un match de championnat de la WWE que de réussir un Shooting Star Press? Dans les derniers instants du match, la bête incarnée est montée sur la corde supérieure et s'est élancée pour exécuter son mouvement bien rodé sur Kurt Angle. L'instant d'après, les téléspectateurs se sont rendus compte qu'il avait raté son coup et qu'il s'était retrouvé sur la tête. Sans mentir, c'est l'une des images les plus effrayantes de l'histoire de la WWE. Brock, il lui a crié de donner un coup de pied pour s'assurer qu'il était toujours en vie. Des années plus tard, dans son autobiographie intitulée « Death Clutch, My Story of Determination, Domination and Survival », Brock Lesnar a révélé que sa botte avait glissé sur la corde mouillée, ce qui lui avait fait complètement rater cette prise. En retombant sur la tête, Lesnar a failli se briser la nuque et a subi une commotion cérébrale massive. Mais cela aurait pu être bien pire. Si ce mec avait atterri un peu plus sur sa tête, il se serait brisé la nuque et serait certainement mort sur le ring. Grâce à de petites marques et à ses muscles cervicaux ridiculement forts, Brock a échappé à la mort il y a 2 décennies. Le plus fou, c'est qu'il a continué le match et qu'il l'a gagné. Pourtant, dans son livre, il affirme ne pas se souvenir d'avoir fait quoi que ce soit après cette chute. Brock Lesnar n'a pas essayé le Shooting Star Press depuis, et qui peut le lui reprocher? Quand on a joué au football américain professionnel, combattu dans l'UFC et même servi dans l'armée américaine, il y a de bien meilleures façons de tirer sa révérence que de se briser la nuque. Vous savez quoi? Il faut que quelqu'un dise à ces grands gaillards que certains mouvements ne sont tout simplement pas faits pour des hommes de leur taille. Parce que le suivant, c'est le Big Show. Un autre grand gaillard, un autre mouvement raté, une autre expérience de mort imminente. C'était en 1998 à la WCW. Oh oui, on ne parle pas assez de la longévité de Big Show. Il s'agissait du spectacle Sold Out, 1998 de la WCW, dont la tête d'affiche était un match entre Kevin Nash et Big Show, qui, soit dit en passant, était connu sous le nom de The Giant à l'époque. Si l'on considère que Big Show n'en était qu'à sa 4e année de carrière et que Nash n'était pas encore un grand nom, ce n'était pas exactement le match à grand spectacle auquel on pouvait s'attendre. On se demande d'ailleurs pourquoi Big Daddy Cool a tenté le tout pour le tout en exécutant la Jackknife Powerbomb sur un homme de 180 kg. Quoi qu'il en soit, il a essayé. Et il s'est trompé. Nash a perdu l'équilibre ou sa prise à mi-chemin du soulèvement de Shaw et a fini par envoyer le grand homme sur la toile, la tête la première. Il est encore difficile d'expliquer comment le plus grand athlète du monde a pu s'en tirer avec une blessure mineure au cou. Un autre jour, il se serait certainement brisé la nuque ou aurait subi des blessures internes mortelles à la tête qui auraient mis fin à sa carrière et à sa vie sur le champ. Heureusement, ce n'était pas si grave. Et The Big Giant est devenu le Big Show et a eu l'une des carrières les plus emblématiques de l'histoire de la WWE. Il faut dire que Nash ne s'en est pas tiré à si bon compte puisqu'il s'est retrouvé avec une terrible blessure au dos. C'est ce qui arrive quand on essaie de soulever un homme de 2,18 m et de 180 kg pour le faire s'écrouler comme les murs de Jéricho. Vous savez ce qui vous vient à l'esprit? La fois où Chris Jericho a frôlé la mort en 2009 lors d'un match de table
échelle et chaise contre D Génération X dans le cadre du championnat unifié par équipe de la WWE à TLC. Devinez rapidement qui était le partenaire de Jericho en ce jour fatidique? Personne d'autre que le Big Show lui-même. C'est fou, non? Ce match était très amusant à regarder, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Vers la fin du match, les scénarios prévoyaient que Chris Jericho se tiendrait sur l'épaule de son partenaire, Big Show, puis que Shawn Michaels frapperait le Big Show avec un Sweet Chin Music et que Jericho tomberait et s'écraserait sur une table à l'extérieur du ring. Mais c'est le problème avec les scénarios, il y a toujours de la place pour l'improvisation, ou dans ce cas, pour une erreur de calcul. Le Heartbreak Kid a joué son rôle et a donné son fameux super kick à Big Show. Mais la chute de Jericho ne s'est pas déroulée comme prévu. Au lieu de s'écraser sur la table, We2J l'a percuté la tête la première et s'est presque tordu le cou. Pour ne rien arranger, les stars de DX ont ensuite jeté Show par-dessus la corde du haut pour s'emparer du titre de champion unifié WWE Tag Team à la fin du match principal. La chute de Jericho n'a donc servi à rien. Un fan a tweeté une vidéo de cette chute plus de 10 ans plus tard. Et ce n'est qu'à ce moment-là que Chris Jericho a révélé que cette chute avait failli lui coûter la vie. Et ce n'est qu'un début. Ensuite, nous avons une séquence qui a donné l'un des visuels les plus réalistes et épiques de l'histoire de la WWE et aussi l'un des moments les plus effroyablement terrifiants de l'histoire de la franchise. Qui en a fait les frais? Mick Foley, membre du Hall of Fame de la WWE. Si vous savez une chose ou deux sur le quadruple champion du monde et le 11 fois champion du monde par équipe, c'est qu'il est l'un des personnages les plus sauvages et les plus hardcore que nous ayons jamais vus sur le ring. Les jeunes de la génération Z ne s'y reconnaîtront pas, mais les fans vétérans de la WWE se souviennent de son alter ego Cactus Jack, un bagarreur ignoble, assoiffé de sang et physiquement intransigeant du début des années 90 et de l'étrange personnage de Mankind, un lunatique masochiste et mentalement dérangé qui lui a succédé. Mais de tous les moments de folie de Mick Foley, pas une, mais 2 fois le même soir, et ce, au sens propre comme au sens figuré, puisqu'il était opposé à l'Undertaker. L'année 1998. L'événement, un match, Hell in a Cell, lors du pay-per-view King of the Ring. C'est absolument insensé, mais c'était le mode opératoire de Foley. Alors que les deux hommes se trouvaient au sommet du Hell in a Cell, The Undertaker a étranglé Mankind et l'a projeté dans la cage. Mais dès qu'il a touché la cage, il s'est écrasé à travers elle. Bon Dieu tout-puissant. Des années plus tard, l'Undertaker a révélé lors d'un podcast que cela ne faisait pas partie du scénario. Il a expliqué qu'il avait tenté l'expérience avec Shawn Michaels, mais voilà, l'Undertaker pesait environ 142 kilos et Mick environ 127, soit presque le double de Shawn Michaels. Celui qui a fait les calculs et qui a estimé qu'il était acceptable d'avoir 270 kilos et un chokeslam au sommet de la cellule devrait être viré. Foley a fini par tout. Mick Foley s'est finalement relevé et a continué le combat, car s'il avait atterri littéralement d'une autre façon, Mick Foley serait mort et l'Undertaker aurait eu une affaire de meurtre à traiter. C'est sans aucun doute le scénario le plus irresponsable de toutes les franchises de catch. Et dans le sport, on n'est jamais aussi près du but. Ou bien est-ce le cas? Eh bien, vous devrez rester dans les parages pour le découvrir, car nous avons beaucoup d'autres exemples de catcheurs de la WWE qui ont failli mourir sur le ring. Comme cette fois où Rick McGraw a failli mourir sur le ring avant de mourir quelques jours plus tard. Vous n'avez probablement jamais entendu parler de Rick McGraw, et c'est parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un catcheur de l'époque, mais d'un catcheur dont la carrière s'est déroulée pendant l'ère de Vince McMahon Sr., probablement bien avant votre naissance. McGraw était l'une des moitiés des New York Dolls avec The Dream Machine, qui ont remporté le championnat mondial par équipe de la WWA en 1982. Il a eu un CV assez fou, ayant une fois eu le cou cassé par Killer Khan dans un match et ayant fait équipe avec André the Giant, 2,23 m, alors qu'il ne mesurait que 1,70 m, formant ainsi un duo de tag team très déséquilibré. Cependant, en octobre 1985, l'un des événements sportifs télévisés les plus brutaux a eu lieu entre McGraw et Roddy Piper. Avant le match, lors de l'entrée de Piper, ce dernier n'a cessé de crier « Je vais vous montrer pourquoi on ne me laisse pas catcher à la télévision ». Et ce n'est pas la première fois que nous entendons des catcheurs se parler,
Mais quelqu'un aurait dû prendre Piper au sérieux et empêcher le match d'avoir lieu. Le match a eu lieu et a commencé avec Piper qui a immédiatement pris le contrôle. Mais pas n'importe quel contrôle, c'était un contrôle exceptionnellement violent. McGraw a été éjecté du ring à 2 reprises contre la barrière de sécurité et beaucoup de sang a coulé. Mais personne ne l'a fait cesser. Piper va ensuite frapper McGraw avec un neckbreaker et 2 DDT avant que l'arbitre n'en ait assez et n'arrête le match. Car à ce moment-là, McGraw n'est plus du tout dans le coup. Le mec était tellement battu qu'il ne pouvait même pas continuer le match. Roddy a-t-il montré des remords? Pas même un tout petit peu. Il s'est tourné vers les caméras et a crié « C'est pour ça qu'on ne me laisse pas catcher à la télé, c'est tout. » Du moins, c'est ce que tout le monde pensait jusqu'à ce que, quelques jours plus tard, on apprenne la mort de Rick McGraw. Vous avez bien entendu. La cause du décès a été révélée plus tard comme étant une crise cardiaque. Et McGraw aurait utilisé des sédatifs comme le Placidil. Mais il est difficile de ne pas conclure qu'un passage à tabac aussi brutal en direct à la télévision quelques jours auparavant a joué un rôle dans cette mort prématurée. Passons maintenant à l'une des affaires les plus récentes, certainement moins controversée que celle de Rick McGraw, mais pas moins horrible. Le nom de Tyson Kidd vous dit-il quelque chose? Peut-être pas sur le ring, mais peut-être pendant le générique de fin d'un programme télévisé de la WWE? Quoi qu'il en soit, Kidd était l'une des étoiles montantes de la WWE au début des années 2010. Il est le dernier diplômé du Hart Dungeon et a participé à de nombreux événements promotionnels avant de rejoindre la WWE au début des années 2000. Peut-être que certains de ses matchs en tag team avec Cesaro vous reviendront en mémoire car les deux avaient un combo assez divin. Mais malheureusement, sa carrière a été écourtée après une blessure désastreuse lors d'un dark match après Raw en juin 2015. Tyson Kidd était opposé à la légende de la TNA, Samoa Joe, dans un dark match pour ceux qui étaient la première année de Joe en tant que catcheur à la WWE. Pendant le combat, Samoa a atterri sa signature, Muscle Buster Finisher sur Kidd, et vous vous attendez à ce que ce soit juste un mouvement de match gagnant et rien de plus. Après tout, Samoa Joe avait fait ce mouvement une centaine de fois avant. Mais cette fois-ci, c'est différent. D'une manière ou d'une autre, le Muscle Buster a causé à Kidd une grave blessure à la moelle épinière sur le ring, le laissant presque complètement paralysé. Cette blessure a mis fin à la carrière de catcheur de Kidd. Mais devinez quoi? La blessure qui a mis fin à sa carrière était le meilleur scénario possible. Il s'avère que seuls 5% des gens survivent à ce type de lésion de la moelle épinière. Et ce n'est pas tout. Sur ces 5%, la majorité finit par être complètement tétraplégique pour le reste de sa vie. Tyson Kidd a donc eu beaucoup de chance de n'avoir eu besoin que de 16 agrafes, de 4 vis et d'une tige dans le cou après une telle blessure. Kidd révélera plus tard que Joe et lui n'ont pas eu le temps de répéter la séquence à l'avance et qu'il a senti que ses mains n'étaient pas dans la bonne position pour le mouvement. L'instant d'après, il s'est rendu compte que tout mon corps est devenu mou. J'avais l'impression de peser 1 million de tonnes. J'étais complètement paralysé. J'étais paralysé à partir du cou. La façon dont il a survécu relève du miracle. Comme il ne pouvait plus se battre, la WWE a employé Kidd en tant que producteur et employé en coulisses. Quant à Samoa Joe, il s'est tellement senti mal d'avoir failli tuer quelqu'un qu'il lui a fallu 7 ans avant de refaire le Muscle Buster. Le suivant est un autre cas récent qui semble bien plus drôle qu'il n'en a l'air. Il s'agit de X-Pac qui a failli mourir d'une déchirure anale. Attendez quoi? Vous avez bien entendu? Il s'agit certainement de la plus méchante des blessures menaçant la vie dans n'importe quel sport que l'on puisse trouver. En 2013, X-Pac catchait contre Jerry Lynn à Minneapolis lors d'un show indie, lorsqu'il a tenté d'exécuter son mouvement fétiche, le Bronco Buster. Malheureusement, Sean Waltman a manqué la prise et a atterri maladroitement, l'entrejambe en premier, dans les cordes. Ce qui rend cette affaire encore plus embarrassante, c'est que tout le monde pensait qu'il se vantait alors qu'il semblait souffrir énormément. Alors qu'en réalité, il s'était littéralement déchiré le derrière. Lorsqu'il s'est finalement fait soigner, il a eu besoin d'une sphinctéroplastie d'urgence, car il souffrait d'une déchirure du rectum et avait perdu tellement de sang qu'il aurait pu mourir s'il ne s'était pas rendu à l'hôpital le soir même. Nous devrions toujours utiliser le jeu de mots selon lequel il s'est fait botter les fesses. Mais Pac a tout de même réussi à terminer le match avant de remarquer une énorme quantité de sang dans son caleçon. Alors oui, respect pour ce mec. Avant d'aborder le dernier cas de catcheur de la WWE ayant frôlé la mort sur le ring, rappelons que Stone Cold Steve Austin
a été mis hors d'état de nuire par Owen Hart. Owen Hart a toujours été l'un des plus grands preneurs de risques de la WWE, ce qui l'a conduit à une mort tragique après une chute de 23 mètres sur le ring. Mais cette fois-ci, sa prise de risque a failli tuer l'un des plus grands catcheurs de la WWE. Au milieu du combat, Owen a tenté un tombstone piledriver sur le futur Hall of Famer et l'a raté. Hart avait l'intention de prendre la vitesse gravitationnelle sur son dos et ses jambes, mais il a fini par positionner Austin de façon à ce que toute la force de la chute aille dans son cou. Le Texas Rattlesnake a atterri très maladroitement sur la tête et s'est retrouvé avec une terrible blessure qui l'a presque tué. Les complications d'une telle chute vont de la paralysie à la tétraplégie, en passant par la mort totale. Steve Austin a finalement dû faire de la rééducation, subir une intervention chirurgicale pour atténuer certaines complications et changer de style de combat pour éviter d'autres problèmes. Le Hall of Famer a passé encore 6 ans au sommet de la WWE, mais cette blessure a joué un rôle majeur dans son départ à la retraite en 2003. Dans son autobiographie The Stone Cold Truth, publiée 2 ans après la mort d'Owen, Austin écrit « Est-ce que je détestais Owen? Non, c'est juste le business, et nous n'étions pas vraiment amis au départ. Est-ce que je voulais travailler avec lui après ça? Non, je ne voulais pas. Je ne voulais plus faire affaire avec lui. Que ce soit vrai ou faux, c'est ce que j'ai ressenti. Et vous savez quoi? On ne peut pas vraiment lui reprocher d'avoir ressenti cela à l'égard d'un homme qui a failli le tuer. Pour le dernier cas de notre vidéo, c'est le plus récent de tous les moments. Et cette fois, c'est The Undertaker qui a failli être victime. Le catcheur vétéran affrontait un autre vétéran, Goldberg, dans un match de rêve à WWE Super Showdown en 2019 en Arabie Saoudite. Ce match avait tous les ingrédients pour être épique. 2 légendes s'affrontant à l'étranger pour la première fois depuis des années, c'est toujours difficile. Mais ce match a déçu. Encore et encore, les 2 légendes ont semblé hors d'état de nuire et ont raté des mouvements à plusieurs reprises. Mais cela n'a pas empiré jusqu'à ce que Goldberg tente de frapper le Deadman avec le jackhammer. Bien sûr, il a raté son coup, mais cette fois, il a fini par faire tomber maladroitement l'Undertaker sur sa tête. Heureusement que ce n'était pas aussi grave que ceux que l'Undertaker avait fait à Mick Foley il y a plusieurs décennies. Selon l'Undertaker, dans son documentaire Undertaker, The Last Ride, il était à 2 doigts de rendre ma femme veuve et mes enfants orphelins de père. C'est dire s'il était à 2 doigts d'avoir besoin d'un véritable croque-mort. Même l'arbitre du match, Mike Chioda, a révélé plus tard qu'il avait failli annuler le combat à cause des insultes répétées. Il aurait peut-être dû le faire d'ailleurs. L'Undertaker a finalement remporté ce match oubliable et c'était probablement un signe pour lui d'en finir. De sorte que moins d'1 an plus tard, le Phénom a annoncé qu'il se retirait de la scène. Tout cela est très bien. Lequel de ces moments est le plus fou à vos yeux? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires. Et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.